Coucou! Ça m'avait trop manqué. Moi aussi, je suis trop contente de faire cette vidéo là, d'être dans une nouvelle année, un nouveau mood, 2026. Exactement. Bon, les trucs de bonne année, machin, vous connaissez, voilà. On n'est pas du tout comme ça, nous. On se l'est même pas souhaité. Voilà, alors on s'excuse pour notre absence prolongée. Oui. C'était pour des soucis d'organisation. Après, on est parti, machin. Mais on est de retour. Et en forme. Pour vous jouer plein de mauvais tours. Petite annonce, parce qu'on ne l'a pas dit sur YouTube. On va passer à un format de 2 vidéos par mois maintenant. Parce qu'une vidéo par semaine, c'était un peu compliqué pour nous au niveau du montage et de l'organisation des tournages. Peut-être que ça reviendra à un moment donné, on fera plus de vidéos. Mais en tout cas, pour le moment, c'est compliqué pour nous de gérer tout ça. Mais promis, vous allez avoir du contenu. Ça va être cool. Voilà. N'hésitez pas à aller sur Instagram aussi. Sur TikTok. Après, on est partout. Voilà. Donc, si vous avez besoin de nous voir, parce que je sais qu'on vous a cruellement manqué, peut-être que parfois vous aurez un épisode bonus et qu'on sera à 3 épisodes dans le mois. Exactement. Vous pourrez mettre des applaudissements en commentaire. C'est ça. Prends un peu de thé comme on est dans Chip and Gossip. Pour aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait vous proposer une petite vidéo. Vraiment, on n'a pas de notes. On est chill. On est en full RP. On s'est dit qu'on allait vous dire ce qu'on n'a pas forcément aimé en 2025 dans la mode ou même sur les réseaux plus généralement. Ouais, généralement. Tout ce qu'on aurait aimé. Ce qu'on aurait aimé voir, pas voir. Et ce qu'on ne veut plus voir pour la nouvelle année. Posez-vous dans un petit canapé, sur votre chaise ou ce que vous voulez, peu importe. Prenez une petite boisson, des petits snacks parce qu'il faut snacker et écoutez-nous parce qu'on est super intéressants. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez envie que ça change ou pas dans les commentaires. Cloche de notification, abonnement, like, tout. Je commence. Ouais. Ok. Moi, en 2026, ce que j'aimerais ne plus voir, et surtout dans les musées, on va partir sur thème musée, l'embourgeoisement culturel de je sais pas quoi, je peux plus. Je m'explique. Exemple, je vais prendre un exemple vraiment no shade à personne. La bourse de commerce. Tu vas et normalement et tu payes. Donc tu payes ta place. Tu payes pour voir des œuvres, tu payes pour voir aussi éventuellement des explications, une scéno, pour aussi toutes les personnes qui travaillent là-bas. Mais t'as des œuvres qui sont littéralement chiées comme ça. Et tu sais pas pourquoi. La seule chose où tu te dis, c'est que genre ces personnes-là, elles ont eu de l'argent et donc du coup elles ont pu payer leur place pour pouvoir exposer. Et en fait, tous ces musées-là, ils vont être là en mode on prend, ça nous remplit le truc et puis ça passe dans le thème. Mais en fait, est-ce que ça veut vraiment est-ce que ça a vraiment une utilité que de invisibiliser du coup des œuvres qui sont beaucoup plus parlantes, qui sont beaucoup plus actives dans le projet du musée, mais on va préférer financer des personnes qui ont déjà de l'argent plutôt que des personnes qui ont des idées pour exposer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si je suis bien. Je vois. Après, je pense que en fait, du point de vue de l'art, c'est très compliqué. Je pense parce que déjà, c'est aussi une notion d'accessibilité. Tu vois, par exemple, une œuvre que toi tu vas comprendre, quelqu'un d'autre ne va pas forcément la comprendre. Et donc, quelle œuvre on privilégie dans la compréhension, en fait, tu vois? C'est ça qui est complexe. Aussi. C'est ça qui est complexe. Et il y a l'idée de déjà, est-ce qu'une œuvre par essence doit obligatoirement faire ou dire quelque chose? C'est un débat qui est très complexe. Exactement. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Dire quelque chose ou pas. En fait, c'est vraiment une question de sensibilité. Des choses que toi tu vas trouver pas forcément cohérent avec le thème. Peut-être que plein d'autres gens vont trouver ça cohérent. Et en fait, le problème, je pense, dans l'art et notamment dans l'art contemporain, puisque là on parle de l'art contemporain qui est complexe à comprendre, c'est que en fait, parfois les gens vont trop avoir ce besoin, cette nécessité de comprendre ce qu'ils ont devant eux. On a été trop habitués à l'art type peinture ou sculpture qui représente l'art figuratif, qui est directement compréhensible. On peut se raconter une histoire assez facilement, tu vois. Je prends une œuvre d'art contemporaine type un mur avec la cire d'abeille, par exemple, qu'il y a actuellement à la bourse de commerce. Je comprends pas forcément ce qui se passe. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas quelque chose. Mais je vois ce que tu veux dire. Dans un monde autant polarisé, peut-être qu'il faudrait en tout cas avoir des expositions de manière plus récurrente sur justement des enjeux plus politiques, sociaux. Mais après, encore une fois, c'est très compliqué parce que l'art contemporain, c'est vraiment genre toi avec l'œuvre. Comment est-ce que tu la sens, l'œuvre? Ouais, ça je suis d'accord. Mais tu penses pas quand même, enfin genre le truc quand même, moi ça, en fait c'est viscéral dans mon cœur. Non mais c'est juste que tu vois, on a tellement d'artistes qui peuvent exposer pour une œuvre, genre là par exemple le minimaliste. On a tellement d'artistes qui font des choses avec le minimal qui sont extraordinaires, des artistes qu'on ne connaît même pas en fait. Et ces personnes-là, on ne va pas les mettre en avant parce que elles font partie soit de minorités, soit elles ont pas d'argent, soit elles ont pas machin, etc. Donc du coup on va exposer essentiellement que des œuvres dites vides, que ces œuvres où les gens vont juste avoir cette pseudo-notoriété ou ce pseudo-avantage dans la société et c'est eux qui vont exposer, c'est pas ces personnes-là. En fait, c'est vraiment ce truc de décalage entre
entre ce qu'est l'art et ce qu'on veut représenter de l'art dans les musées. Et je trouve que les musées, ils font pas assez cette partie-là, en fait. On peut exposer tout le monde, mais qu'on visibilise tout le monde aussi. Bah, je pense qu'il y a un gros problème aussi qui est structurel, lié à la crise de la culture, lié au fait qu'on ne mette plus d'argent dans la culture, on retire l'argent de la culture. Enfin, évidemment, il y a une part de responsabilité des institutions. Les musées doivent travailler aussi à ça. Et il y a aussi le problème que dans les musées, malheureusement, avec beaucoup les réseaux sociaux, on a ce truc où les gens ne vont pas dans les musées. Ça, c'est aussi tout un débat sur... ils vont pas forcément dans un musée parce qu'ils y vont dans une perspective de s'intéresser ou de comprendre quelque chose, mais ils y vont genre... Il y a une expression italienne qui est utilisée à Venise, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est comme le fast-food de la culture, tu vois. Je vois. Je crois que c'est Mordi e Fuggi, mais je sais plus du tout. S'il y a des Italiens qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à le taper en commentaire. C'est un phénomène qui est assez récurrent dans l'art et dans la culture, ce truc de je vais pas tenter de comprendre parce que l'art c'est trop loin de moi, mais j'y vais parce que genre par exemple j'ai vu sur les réseaux, j'ai vu des gens que j'aime bien en parler ou quoi que ce soit, et donc du coup j'y vais, je fais le truc pour m'inscrire dans ce phénomène de tendance et j'ai l'impression de participer à un phénomène socioculturel hyper important quoi. Donc il y a tous ces problèmes autour de l'art. Je pense qu'il faut véritablement rendre l'art beaucoup plus accessible. N'hésitez pas à suivre des gens sur internet qui parlent d'art. Je pense notamment à Raphaël qu'on connaît bien. Et il y a Angélus aussi, hyper intéressante, hyper engagée, hyper politique. Et même les tout petits créateurs, si vous voyez qu'ils ont genre 200 abonnés, la parole est pour tout le monde, la visibilité pour tout le monde. Sauf pour les gens d'extrême droite. Oui, bon voilà. Je m'excuse, mais on est ouvert au débat. Hein. Ce qu'on dit, c'est pas fermé. Voilà. Évidemment, sauf certains trucs dont on parlera. Moi, j'ai des takes fermés. Mais en tout cas, sur ces takes-là, c'est des takes qui sont un petit peu compliqués. Il y a plusieurs questions qui se posent en fait. Et puis il y a beaucoup de paradoxes aussi dans ces questions-là. N'hésitez pas à nous donner, vous, votre point de vue sur la situation. Pour les musées, moi je trouve qu'il y a 2 grands musées, en tout cas à Paris. Le Palais Galliera, le musée des Arts Déco. Je m'ennuie de plus en plus dans les expos sur la mode. Déjà de 1, parce que je trouve qu'on raconte pas tant de choses que ça. On n'a pas beaucoup d'esprit critique. On a fait l'exposition sur Paul Poiret. Ça manquait quand même d'esprit critique. Je trouve que les expositions se concentrent exclusivement sur, par exemple, des créateurs. Déjà, j'aimerais avoir une exposition Alexander McQueen, s'il vous plaît. Par pitié, faites-moi une exposition Alexander McQueen. Tu vois, je m'ennuie. J'en apprends plus en travaillant nos épisodes de podcast que en allant au musée. Ce qui est exposé, c'est vraiment magnifique, c'est hyper rare, tu pourras jamais revoir ça, c'est incroyable et j'adorerais porter toutes ces créations-là. Puis le voir en vrai. Déjà, parfois, les scénos sont un peu chiantes, les éclairages. Donc, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est un travail plus profond sur ces œuvres-là parce que j'ai l'impression qu'on fait vraiment un travail de surface. Mais voilà, globalement, je trouve que, alors même que la mode, et malheureusement, on ne se rend pas forcément assez compte, et c'est pour ça qu'on essaye d'en parler, mais la mode est un phénomène sociopolitique hyper présent dans le quotidien d'absolument tout le monde, qu'on le veuille ou pas, qu'on aime la mode ou pas, qu'on s'intéresse à la mode ou pas, c'est vraiment quelque chose qui... C'est un système oppressif qui est constamment dans notre quotidien. Il faut pouvoir donner les armes au peuple pour qu'ils puissent le comprendre. Et normalement, les musées et la culture servent à ça. D'ailleurs, pour ça que certaines tendances, certains groupes politiques tentent souvent de couper les financements de la culture, c'est pour éviter que la population soit au courant des choses et puisse s'informer. Pour continuer, on est vraiment sur le thème de l'art. Là, on est sur l'art. Sur l'art. Les musées payants. J'ai un petit souci avec ça. Bien qu'il faut rémunérer les personnes qui y travaillent, j'ai un problème sur le système du fonctionnement on doit payer pour aller voir de l'art. Moi, j'ai vraiment un problème là-dessus parce que parfois, il y a certains musées qui font des efforts avec les moins de 26 ans, qui font des efforts avec certaines heures. Travailleurs sociaux, c'est ça, exactement. Mais il y a plein de musées quand même où, même si t'es étudiant, tu payes quand même la place. Et moi, j'ai un petit problème quand même avec ça parce que pour moi, on n'est pas censé payer pour se renseigner ou payer juste pour voir quelque chose de beau, calculé forcément par un prix d'un billet parce que tu vas pas pouvoir ce mois-ci ou le mois prochain, ou tu vois. Je pense que c'est pas normal qu'on doive choisir parfois entre lire un livre ou acheter un billet pour aller en musée. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois ce que tu veux dire. Après, pareil, c'est encore une fois une question de paradoxe. Exactement. De comment est-ce que l'art peut être financé sans payer de place au musée, tu vois. D'autant plus que je pense que vous êtes tous au courant. L'art a de moins en moins de financement, donc c'est pour ça que aussi les prix, il y a ce truc-là. Shout out tout le Palais de Tokyo qui permet aux jeunes d'aller pendant un an pour seulement 11 € je crois au musée, sachant qu'ils ont 4 saisons d'exposition, si je dis pas de bêtises. Vous avez des réductions sur la librairie, des réductions sur les repas. Ça c'est cool, mais effectivement c'est vrai que ça peut être compliqué de devoir payer pour l'art. Moi, il y a un système en Italie qui est mis en place pour le café et je trouvais ça trop cool. Il y avait dans le théâtre de ma ville ce système-là aussi, mais en gros c'est ce qu'on appelle en italien, on appelle ça café sospeso, et en gros tu payes 2 cafés, t'en consommes un, t'as un café qui est payé, donc et en gros les personnes qui n'ont pas forcément les moyens peuvent prendre ce ticket pour avoir quand même un café. Et ça je trouvais ça cool que dans les musées il y ait ce type de pratique. Si on doit effectivement payer pour les musées, parfois il y en a qui pratiquent des tarifs, je pense que faudrait pas non plus. Faut aller... Quand c'est 17 balles un billet, j'espère que j'ai des goodies à la fin quoi. C'est clair. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait mettre ça en place. J'avoue après on travaille pas vraiment dans la culture, donc je sais pas trop comment ça se passe, et puis moi tout ce qui est argent je connais absolument rien, mais c'est vrai que c'est un peu stoppant ce système
problème de devoir payer un ticket. En fait, c'est les inégalités sociales, quoi. Ouais, voilà. En fait, le problème est vraiment structurel, quoi. Le problème a un nom, il s'appelle Bernard Arnault. Voilà. Comment est-ce que ce coût-là est pris en compte sans pour autant affecter les clients, les visiteurs? Ouais, les visiteurs, ouais. Voilà. C'est une question compliquée, hein. Pareil, s'il y a des économistes. Voilà, s'il y a des économistes, s'il y a des gens qui travaillent dans la culture, tout ça, n'hésitez pas en commentaire, écrivez. Si jamais il y a des musées qui nous regardent. En tout cas, c'est des pistes de réflexion qu'on va vous lancer dans cette vidéo. Exactement. Évidemment, il n'y a rien qui est définitif. On gouverne pas encore le monde, même si ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder, enfin, je veux dire... Enfin, regardez-nous. Moi, je vais parler d'une séquence que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Qui m'a un peu... J'ai pas été étonné. Mais déjà, le fait que ça m'étonne pas, ça pose un problème. Faut vraiment que ça s'arrête. Je veux dire, faut vraiment arrêter ça. Je pense qu'à un moment donné, les gens, pas les gens dans la séquence, mais les gens qui ont fait que cette séquence existe, fermez vos gueules. Je vous promets, fermez vos gueules. Voilà, on va afficher la séquence, mais du coup, c'est Léna qui explique à Bilal façon d'être belle, c'est d'être maigre. que lors d'un fitting, et en gros, elle me prend la hanche, elle me dit t'inquiète, on pourra retoucher ta hanche. On a fait un fitting haute couture, l'assistant du designer qui vient me voir et qui dit tu t'es laissé aller là en lui touchant le corps. Alors déjà, de 1, qui t'a permis de poser tes mains, enfin, qui t'a permis de mettre tes mains, déjà, on commence par là. On ne touche pas les gens si les gens ne disent pas que c'est ok. Et on touche encore moins les gens pour leur dire que leur corps ne nous plaît pas. Pitié s'il y a des mannequins quand vous êtes en fitting, mais engueulez les gens qui vous touchent sans vous demander. Faut que les fitters, ils se réveillent aussi, enfin je veux dire ça y est quoi. Alors évidemment qu'on est dans un métier où il y a du contact physique, enfin voilà, mais c'est pas pour autant qu'on a autant de liberté. C'est ça, tu demandes. Il faut vraiment doser sur la liberté. Et en fait cette séquence, elle m'a pas étonnée parce que je connais la mode, mais en fait en putain de 2026 ça va juste plus être possible qu'on culpabilise des gens parce qu'ils ont un corps. C'est juste pas pensable. Je veux dire, vous faites des vêtements, vous êtes censé les faire pour le corps, pas pour des corps inexistants, pas pour des fantasmes. Et en fait ça m'a agacé parce qu'en soi, non mais normal, elle a juste un corps quoi. Voilà, c'est pas un corps exceptionnel, enfin je veux dire c'est un corps même qui du point de vue des normes médicales sont vraiment genre parfaite, tout va bien, tu vois. Et en fait vraiment j'ai regardé la vidéo du coup parce que j'ai vu la séquence sur TikTok, mais ça m'a grave saoulé que encore une fois il y ait ces takes dans la mode. Alors de toute façon on voit qu'il y a un retour à nouveau de la maigreur, de l'anorexie compagnie dans la mode. Enfin, moi je ne veux plus entendre ce genre d'histoire et j'aimerais que les créateurs se bougent le cul pour nous produire des défilés avec des gens, pas des fantasmes de gens, mais des vrais gens, des gens dont c'est le métier évidemment, hein. On va arrêter de prendre n'importe quelle célébrité pour faire semblant qu'elle a du charisme et qu'elle défile bien. La plupart sont nuls. No shade à Kendall et Kelly. Voilà, j'aimerais des mannequins, pas des meufs qui doivent toute l'année performer leur corps, arrêter de manger une semaine avant la Fashion Week et se buter au sport 72 heures par jour. Je veux dire, pour moi ça n'a même pas de sens. Je veux dire, comment dans ta tête tu crées un vêtement que tu sais pertinemment qu'il ne rendra pas bien sur le corps? Et ça fait partie de l'ADN. Je m'en fous de l'ADN. No shade tous les TikTokers qui nous expliquent que le mannequinat n'est pas fait pour tout le monde. Shade, mais shade de ouf. Le mannequinat n'est pas fait pour tout le monde. Non mais moi ça m'a vraiment saoulé. Alors là je prends l'exemple de Léna parce que c'est Léna qui avait, mais c'est quelque chose c'est un ensemble. Dans tous les milieux de la mode, j'entends ça 72 mois dans l'année. Shout out tous les créateurs qui font l'effort qui en fait devrait être normal, mais bon, shout out quand même. Je pense à Matière Fécale, je pense à Jeanne Friot, je pense à Esther Manas. Et on ne culpabilise pas les personnes qui ont un corps filiforme ou mince. Enfin, c'est pas le sujet. Oui, non, mais le problème, c'est juste on ne doit pas performer son corps pour faire en sorte qu'il rentre dans des fantasmes généralement d'hommes. Non, mais bonne take. Voilà, moi plus je peux plus. J'avais besoin d'évacuer ça. Ça m'avait vraiment. Pour rebondir sur ton truc, moi j'ai vu même le même truc. Juju FitCat dans le frigo de Océane. Tu vois, ça paraît, j'ai pas pu non plus. Ouais, je crois que c'est Pouncy qui avait fait une vidéo. Je crois, ouais. Pouncy avait fait une vidéo et après Juju avait commenté. Ouais, elle avait commenté la vidéo. Je crois que c'est un truc comme ça. Elle l'a dit, etc. Et c'est vrai que les créateurs, vous avez une responsabilité. On peut pas partager justement ces dictates qui sont soit de la mode, soit des hommes, soit de la société en fait. Dire que c'est normal. En fait, il faut contextualiser les choses. Ce qu'elle a dit après, exactement. Elle avait pas du tout mis en contexte les choses. C'est ça. Alors j'ai pas du tout vu cette vidéo parce que c'est pas du tout mon type de contenu YouTube. Je crois que en gros ce qu'elle disait c'est que c'est vrai que, et elle en avait parlé en off avec Océane, mais c'est vrai qu'elle avait cette sensation que Océane se mettait beaucoup de pression sur comment travailler son corps et que du coup dans la vidéo on avait trop ressenti tout ça et que ça pouvait justement créer cette envie de la part des jeunes personnes de créer autant de pression sur son corps. Ce n'est pas normal de devoir se mettre la pression sur son corps. Ça ne devrait pas être normal. Malheureusement ça l'est. Moi-même je me mets beaucoup de pression sur mon corps. On est dans une société qui est régie par les images. Ça pose beaucoup de problèmes, ça pose beaucoup de questions, mais c'est vrai qu'il faut toujours
toujours mettre en contexte les choses, expliquer les choses, et qu'on ne peut pas laisser les choses vaquer comme ça dans l'espace. C'est pour ça qu'on essaye tout le temps dans les vidéos de nuancer, de contextualiser, de proposer vraiment pour que vous puissiez comprendre les choses, pour que vous puissiez aussi avoir une réflexion critique sur ce que nous on dit, parce qu'encore une fois, ce qu'on dit, c'est pas forcément la vérité générale, même si bon, on est quand même des êtres de lumière, donc voilà, mais plus ça va, plus on remontre ces images-là en fait, et c'est juste que ça fait partie. Faut pas attaquer Juju Cat sur sa vidéo ou je ne sais quoi, hein. C'est pas le but. N'allez pas faire du cyberharcèlement sur une femme. Pitié. Le seul problème en fait, c'est ces images en fait qui sont véhiculées. Et en ce moment, c'est vrai que l'image des pro-Anna, L'Ozempic, etc. revient énormément sous d'autres formes et sous d'autres noms, mais c'est tout aussi violent. Donc en fait, faut. Et c'est beaucoup en partie, enfin selon moi, à cause de la mode. Ah oui, non mais la mode vraiment est motrice de tout ça. Il y a 5 ans, ils étaient là en mode non, on met plus de mecs, plus maigres. Mais moi, ça me fait bien parce que souvent quand je parle de la mode, les gens me disent ah mais la mode ça s'est ouvert de plus en plus tout machin. Ça s'est ouvert une année, mais c'était juste pour le fric. Et même les pourcentages le montrent. Enfin, les taux de mannequins dits grande taille. Déjà, les mannequins de grande taille dans la mode, moi ça m'a toujours fait rire, genre 40. Wow, dinguerie. C'est pour vous du 40, c'est grand. C'est plutôt dans la moyenne d'ailleurs, hein, 40. Tout va bien. Mais bon, la mode a vraiment une responsabilité là, et j'ai 2 grands noms en tête qui ont beaucoup participé à ça. Donc Shame on Us, il y en a un qui est mort, pas l'autre. Eddie Slimane, voilà. Et évidemment Karl Lagerfeld. C'est vraiment ceux qui ont poussé à fond le truc de la maigreur et de la minceur dans la mode. Les campagnes genre Saint-Laurent qui étaient genre diffusées à la télé, qui ont été ban, etc. Il y a eu des histoires, c'était Eddie. Mais d'ailleurs, depuis Eddie, il y a des critères chez Saint-Laurent pour être mannequin qui sont genre impensables. Anthony, par exemple, si tu regardes notre vidéo, change les critères. On te regarde, Anto. J'aime bien ce que tu fais comme travail chez Saint-Laurent, mais fais mieux. Par exemple, juste un truc tout bête, mais remettez-nous des défilés avec des histoires, des défilés qui racontent des choses, des défilés qui prennent parti. Au hasard, par exemple, des défilés qui critiquent le consumérisme et tout ça. Genre peut-être par exemple comme Alexander McQueen quand il a fait un certain défilé. Peut-être qu'on sort une vidéo à la fin du mois sur ce défilé. J'aimerais revoir des défilés qui racontent des choses. Parce qu'en fait, maintenant, on va en défilé juste pour voir des vêtements. Alors, même si c'est en grande partie le concept du défilé, puisque on vous l'a expliqué dans notre vidéo sur l'histoire des défilés. Dans un monde autant polarisé, dans un monde où il y a autant de soucis, je pense qu'il est plus que temps que la mode abandonne juste son côté marketing, qui a beaucoup été ressuscité par, dont on ne va pas citer le nom, sinon Bernard Arnault va se sentir visé. Voilà, j'ai besoin d'histoire. J'ai besoin à la fois de pouvoir rêver, effectivement c'est important, mais aussi de pouvoir être engagé dans quelque chose. Je pense à des défilés comme ceux de Willy Chabaria, ceux de Jeanne Friot. Voilà, en tout cas, j'ai besoin d'avoir une mode qui s'engage pour le monde et pas contre lui. Et tu sais quoi, ma take elle est grave sur ça. J'ai exactement dit l'absence totale de prise de position politique. On est vraiment sur jumelles. Franchement, on a les mêmes takes parce qu'on s'est pas concerté. Hein. Ouais, non. On a rien, on s'est posé, on a parlé. Vraiment, on est en mode café conversation, un petit thé, voilà. Daman, si jamais, j'adore voter, voilà. Parce que en fait, où certaines idées, certaines ambiances, uniformisation en fait de tous ces défilés interagissent avec un certain parti politique, enfin un certain bord politique et des idées politiques en tout cas. En fait, il faut juste qu'ils se positionnent pour pas que ces personnes-là puissent reprendre justement ces esthétiques s'ils veulent vraiment faire ces esthétiques-là. Je pense notamment au clean girl, etc. Enfin, à clean esthétique, pardon. Si tu veux reprendre la clean esthétique, y a pas de souci, mais positionne-toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas genre juste dire comme ça, allez je fais ça c'est conformément au monde, etc. Non, ça fonctionne pas comme ça. Tu exprimes ta volonté et tu exprimes ce que tu veux qui change pas. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a un storytelling avec un parti pris. Il y a une peur dans la mode de parler qui est en même temps je suis désolée, on est en boucle sur la même personne, mais c'est parce que c'est vraiment la personne qui manie tout dans la mode, et c'est pour ça que la mode ne fait plus grand chose. Il y a cette peur de perdre du client, évidemment qu'on comprend tous les enjeux économiques de la mode et compagnie, mais je veux dire, je me demande si les créateurs vraiment s'épanouissent à faire ça, et je pense que non, parce que quand on voit le travail qui est fait, je me dis, mais honnêtement, quand je vois les créateurs, enfin les directeurs artistiques qu'on a aujourd'hui, enfin je veux dire, en fait c'est même pas qu'ils s'épanouissent pas, c'est qu'en fait ils ont mentalement rien à foutre de la mode. Je pense qu'il y a un mélange des deux, tu vois, il y a un mélange de je m'en fous parce que de toute façon je gagne mon argent dans un monde capitaliste, voilà, et je pense qu'il y a un truc où en fait t'es tellement restreint dans les possibilités que tu peux faire à cause des CEO et compagnie, que du coup tu ne t'épanouis pas, et en fait je vous jure que voir la mode être aussi nulle, franchement c'est relou, moi vraiment je pense qu'en 2026 on est sur un nouveau cycle et compagnie, machin, fermer des maisons, fermer des maisons, montez-en d'autres, je veux financer de nouvelles maisons qui naissent.
On sature les micros parce qu'on est vraiment en saturation de ce qui se passe. Ouais, vraiment. C'est juste nul la mode. On s'ennuie. On prend position. On se politise. On se politise. Pour vous, les DA ou les futurs DA ou les futurs créateurs, etc. On s'informe. On s'informe. C'est à ça d'ailleurs que ce podcast. On se cultive pour le coup parce que vous, c'est votre devoir. C'est votre métier en fait. C'est d'apprendre. En tout cas, on s'entoure d'une équipe qui peut nous aider. Exactement. Parce que je peux comprendre que c'est compliqué de devoir tout gérer, tout ça, machin. Exactement. Mais on sait ce qu'on fait. On a conscience qu'on produit un acte politique en créant. On a conscience que sociologiquement, ça va avoir un impact. Et on pense pas juste qu'on crée des vêtements parce que c'est beau, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Les créateurs, les artistes, Vous avez le pouvoir. Vous avez ce pouvoir, en fait, que ces personnes-là puissent s'y intéresser ou puissent comprendre certaines TX. Et c'est à vous de le faire aussi. Même si la société ne le permet pas forcément. Et même si vos patrons ne le permettent pas. Taper du poing sur la table. Il y a une époque où les créateurs tapaient du poing sur la table. Il y a une époque où Alexander ou Galliano allaient engueuler Bernard Arnault. Faites de même. Quand je vois la Gen Z là au travail et tout, ils tapent du poing. Pourquoi dans la mode vous tapez pas du poing? Tapez du poing. Prenez exemple sur notre génération. Je te jure. Ça rejoint le titre de notre tout premier épisode de podcast. Ouais. N'hésitez pas à aller le voir. Spoiler alerte, c'est plus qu'un vêtement. C'est vraiment le cas, quoi. Vous ne faites pas que des vêtements. C'est ça. Vous construisez des manières de se comporter. Par exemple, le fait que les gens, ça c'est un truc qui me fait super rire, mais que les gens marchent très droit dans la rue, c'est à cause de la mode. Parce que sur les défilés, on a appris à vider le défilé de vie. On n'a plus une marche qui est vraiment habitée. On n'a plus une marche qui est théâtralisée. On est vraiment sur une marche genre très un théâtre du vide. Ça a impacté la manière dont on marche dans la rue, la manière dont on se comporte dans la rue. Moi, je marche comme... Enfin, surtout dans les grandes agglomérations. Ouais. Dans la rue, moi, je marche comme Shalom Arlo dans les années 90 sur les podiums. Je marche comme une meuf qui sortirait du Studio 54. Je m'en fous de pas être dans l'uniformisation. C'est très triste une société uniforme où tout le monde se ressemble et tout le monde fait la même chose pareil. Et la mode a joué un rôle là-dedans. Elle uniformise aussi les corps. Ça, peut-être qu'on en reparlera dans une autre vidéo, mais le vêtement va standardiser les corps qui sont bien et les corps qui sont pas bien. On va avoir une pression du changement. La mode, elle fait plus que ce qu'elle pense faire et ne dit faire. Faut changer, quoi. Faut avoir conscience qu'il y a quelque chose qui va se passer derrière, quoi. Ton show, il va aller au-delà de juste présenter tes putains de vêtements de merde. L'impact visuel aujourd'hui, c'est littéralement ce que... Il est instantané. Il est instantané et c'est surtout ce qui est primordial aujourd'hui dans notre société, c'est l'impact visuel. Je sais même pas si parfois ils sont capables de matérialiser ou visualiser le fait que quand ils font quelque chose sur le podium ou tu vois machin et tout, ils ont conscience que ça va se répercuter sur tu vois. Honnêtement, je pense qu'il y a pas déjà, une conscience. Ils sont tellement... On a vidé la mode de tout l'intellectuel qu'il y avait dedans. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup qui malheureusement n'ont pas conscience de tout ce que la mode implique. Et je pense aussi qu'en fait, juste, ils n'ont pas forcément tous les choix du monde. Et donc, c'est encore une fois le paradoxe. Ils sont à des positions de pouvoir. Ils s'appellent pas Bernard. Donc, c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'à un moment donné, si personne ne pousse la porte... Et pareil, quand on dit les gens qui poussent la porte, quand vous voyez des gens qui entrouvrent la porte, mais qui ne l'ouvrent pas en entière, on ne leur donne pas de crédit. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on va biper le nom, mais... Enfin, je veux dire, c'est bon, genre... Oui, on peut pas mentir, il a ouvert un petit truc, il a fait un petit chemin qui a été, entre guillemets, plus ou moins bien, sur une communication plus queer, plus décomplexée. Ça va rejoindre une des takes dont on va la lancer maintenant, et on reviendra peut-être sur la mode un peu plus après, mais les influenceurs mode... Déjà, arrêtez de venir pour les events juste pour boire du champagne et manger. En fait, déjà, j'ai du mal à les appeler influenceurs mode, parce que ces gens-là n'ont aucune connaissance sur la mode. N'ont aucune connaissance sur la mode. Donc, déjà, par petit, on va commencer par une chose en 2026. Si on se considère et si on se présente comme influenceur mode, on a un minimum de connaissances sur la mode. Je ne vous demande pas d'avoir toutes les connaissances du monde. C'est très compliqué, c'est très dur. Même nous, on manque de connaissances sur la mode. Voilà. Ayez conscience que vous faites plus que faire des tenues du jour. Ayez conscience que chaque chose que vous présentez, ça a un impact. On est dans une société d'image, on est dans une société de spectacle. Donc, vous participez à ce spectacle, vous participez à ces constructions d'images. Pareil pour les stylistes, tous les gens qui ont une influence sur les images, pensez-y. Pour les influenceurs mode, j'ai beaucoup de mal avec. J'ai vraiment beaucoup de mal. Alors pourtant, j'en connais, j'en suis. J'étais proche de certaines personnes avant et plus trop maintenant. Mais je comprends pas tous les buzz que ces gens ont. En fait, pour moi, c'est juste des influenceurs qui, genre, s'habillent bien et encore que, et ont juste une esthétique qui est belle. Je trouve qu'il y a rien derrière. C'est des gens qui sont vides, creux. Mais c'est littéralement des images, hein. Point. Genre, moi, j'ai déjà parlé avec des influenceurs mode. Et en fait, la conversation n'allait pas très loin parce que ces gens-là n'ont aucun avis, ils n'ont aucune connaissance. C'est pas tant le fait qu'ils n'aient pas de connaissances qui me dérange, parce que forcément, on n'a pas toutes les connaissances. Mais je veux dire, c'est ce manque de volonté d'avoir des connaissances, c'est ce manque d'intérêt de comprendre les choses. Évidemment, faut pas tout le temps tout intellectualiser, faut aussi avoir un truc un peu divertissant, faut reposer son esprit et tout. Mais je veux dire, tu peux pas construire toute une communauté sur la mode et ne pas t'intéresser à la mode. Je suis désolé, mais moi, si vous me suivez sur Instagram, vous voyez tous mes textes en story et vous savez que vraiment c'est voilà. Mais les gens qui vont t'expliquer comment tu dois t'habiller, comment est-ce que toi, déjà
en tant que personne qui n'est pas styliste et qui donc n'a pas du tout de connaissance du stylisme, qui t'habille bien et encore que, tu peux dire aux gens comment est-ce qu'ils doivent s'habiller, quelle couleur ils doivent porter, quelle coupe ils doivent porter. Je veux dire, les corps sont tous, mais vraiment tous différents. On a des rapports, juste par exemple, les rapports hanches, longueur et volume au niveau du bas du corps. En fait, par exemple, moi, j'ai des jambes très longues, j'ai des hanches très resserrées et des grosses cuisses. Je peux pas m'habiller comme quelqu'un qui n'a pas les mêmes rapports que moi. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Et on n'a pas du tout les mêmes rapports les uns les autres. Donc, je comprends pas comment toi, sur les réseaux sociaux, tu peux me dire ce que je dois porter, quelle couleur, comment. Ce n'est pas possible. Arrêtez de croire les influenceurs en mode qui vous expliquent comment vous habiller. Ouais, Ils mentent. Je juge vos outfits. Voilà, les gens qui vous disent je vais créer des outfits pour mes abonnés. On dit pas que tout est mauvais. Non. Mais globalement, la plupart du temps, dans la manière dont c'est fait, c'est extrêmement mauvais en fait. C'est extrêmement mauvais. Ça sert à rien à part juste critiquer pour critiquer. Moi, l'autre jour, j'ai regardé une vidéo sur YouTube. Je vais pas citer parce que voilà. Mais les stylistes qui expliquent à leurs clients qu'ils doivent s'adapter au style que eux ont choisi pour leurs clients. Ça fonctionne pas. En fait, je sais pas, par exemple. Je veux dire, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand tu es styliste, ton putain de métier, c'est vraiment de t'adapter au client. Alors, évidemment, tu dois lui proposer des choses qui lui vont du point de vue de la mode, pas des tendances de la mode, mais tu ne peux pas imposer ce que toi, tu décides pour lui. Pas lui imposer, par exemple, s'il est pas à l'aise avec soi, qu'il n'aime pas forcément trop le montrer, ou qu'il aime pas quand c'est trop moulant, ou qu'il l'aime justement quand c'est moulant. Enfin, tu peux pas, toi, choisir de lui dire, alors non, j'ai vu que tu partais pas de moulant, donc j'ai décidé que moi, ça allait emporter. Non, je veux dire, il faut que tu écoutes ton client, il faut que tu écoutes le corps de ton client, il faut que tu écoutes ce qu'il aime, et tu peux pas te contenter de ce que toi, tu aimes, de ton style à toi. Et genre, c'est tout ton métier, c'est de pouvoir avoir une certaine polyvalence. Peut-être un style que tu maîtrises mieux que d'autres, c'est tout à fait normal, mais en tout cas tu dois avoir une certaine polyvalence et tu dois avoir une polyvalence aussi au niveau des corps, des formes. Moi ça me rend, mais vraiment ça me met hors de moi. En tant que styliste, tu n'as aucun intérêt pour le corps et l'autre. Je veux dire, c'est littéralement la base de ton métier. Le corps, c'est littéralement ton premier outil de travail. Comment est-ce que tu refuses l'existence du corps? Je suis désolé, mais c'est un truc qui m'énerve au plus haut point. Quand j'entends des personnes qui sont pas dans les normes de corps traditionnelles, qui expliquent que les stylistes n'ont pas voulu les habiller, ou je parle d'expérience personnelle, en fait, moi j'ai envie de péter un câble parce que c'est le métier que je vais faire et en fait, je n'accepte pas qu'on puisse penser comme ça. Pour moi, au contraire, c'est encore plus intéressant de travailler sur des corps qui ne sont pas normés parce que du coup, j'ai un travail en plus à faire de prendre la merde que la mode nous fait et de devoir retravailler dessus. Et je veux dire, je comprends pas comment est-ce qu'on peut juste aimer travailler facilement. Enfin, t'es payé des sommes astronomiques, ne te plains pas de devoir travailler. Sinon, change de travail. Vraiment, change de putain de travail. Tous ces pseudo-moralisateurs du corps, ils disent juste non, mais ça c'est ma vision, c'est pas parce que je veux pas inclure les gens, c'est pas parce que machin extra, mais si en fait c'est juste parce que tu veux pas les inclure, parce que t'as pas envie de faire des patrons en plus, parce que t'as pas envie de faire des trucs en plus. C'est pas parce que t'as une vision, tu te dis oui, je veux que des trucs filiformes, parce que c'est ma vision, ça ne fonctionne pas. Ils sont tous en mode je cherche un 34 hommes, 1m97 minimum, maximum. Bah non, ça fonctionne pas en fait. Il y a presque une création de l'humain. On dirait on est avec Pygmalion et Galatée et qu'on est en train de sculpter ce qui doit être la bonne chose, quoi. Alors après, si le design, en gros, leur vision, c'est d'avoir des mannequins extrêmement grands, extrêmement maigres, et aussi d'avoir des mannequins qui ont en fait des formes dites non normées, en fait, tout simplement, pourquoi pas, mais prendre des gens non normés. Mais en fait, le truc, c'est que tu peux pas dire que tu peux pas faire reposer l'idée que c'est trop compliqué, en fait. C'est juste que tu n'as pas envie de faire l'effort. Voilà, c'est que tu n'as pas envie de faire l'effort. On va arrêter de mentir. Je veux dire, à partir du moment où tu crées des vêtements, c'est ton rôle, c'est ta responsabilité, c'est ton putain de job. La graduation, on la prend en première année. Tu es censé pouvoir modifier ton vêtement, ou alors c'est que ton vêtement il est à chier. Voilà. Ton vêtement est à chier et remets-toi en question. Voilà, c'est tout. Non, c'est clair. Je suis désolé, à un moment donné, il faut vraiment que les gens se remettent en question. Je veux dire, si tu n'arrives pas à habiller les corps, c'est qu'en fait le corps ne t'intéresse pas. C'est clair. Tu veux habiller des normes, c'est tout. Pour le coup, pour avoir aidé à faire des tailleurs, une amie a fait des tailles 40 et là on vient de faire une taille sur moi. Mais c'était pas si compliqué que ça de faire la différence entre le 40 qu'on avait fait pour l'autre mannequin et moi, mon corps. En fait, c'est juste un patron en plus. En fait, t'as juste à remodeler ton modèle, quoi. Une graduation, point. Bref, mais oui, du coup, pour rebondir sur les écoles de mode. Moi, école de mode, j'ai pas beaucoup de take parce que je connais pas tant de gens en école de mode. Je pense qu'un gros problème en école de mode, ça va être tout ce qui va être lié à. Quand on fait de l'histoire de la mode, déjà, il y a très peu de cours d'histoire de la mode de ce que j'ai vu. Et en plus, ça, on parle pas de tous les aspects sociologiques et politiques du vêtement. Donc, à quoi ça sert d'aller en école de mode? Moi, on m'a souvent reproché l'idée que je ne voulais pas aller en école de mode alors que je veux travailler dans la mode. Je veux dire, j'ai appris beaucoup plus sans aller en école de mode que si j'y avais été et j'ai dépensé beaucoup moins d'argent. Puis en plus, l'école de mode, t'as deux parcours, le parcours marketing et le parcours construction. Je ne veux faire aucun des deux, donc pas intéressant. Peut-être ouvrir l'apprentissage de la mode en dehors des écoles privées et peut-être développer l'apprentissage de la mode autrement que juste par je crée des vêtements ou je les vends. Il y a vraiment tout un monde entre ces deux-là. Mais voilà, sinon j'ai pas d'autres takes sur les écoles de mode, c'est trop cher, c'est à chier. Vraiment pour moi les écoles de mode c'est de la merde. Et pour quelqu'un qui va potentiellement aller faire un doctorat en école de mode, c'est assez drôle, mais je vais pas la payer. Donc petit message, si jamais il y a des gens qui travaillent à l'IFM et qui sont habilités à diriger des thèses, je suis actuellement à la recherche de quelqu'un pour diriger ma thèse. Ouais,
Bah, t'as bien résumé de façon claire, limpide. Non, mais les écoles de mode, c'est un sujet. Il y a un problème de professeurs, d'intervenants. Les profs qui, parce que ça personne le dit, mais les profs qui sont un minimum violents, que ce soit dans leurs paroles ou dans leurs ou dans leurs actes. Il y a aussi tout cet aspect effectivement financier où c'est juste pas possible non plus. Les écoles privées, genre vraiment l'art et la culture et tous les autres métiers possibles inimaginables ne devraient pas passer par une école privée. Une privatisation du savoir. En fait, c'est ça, une privatisation du savoir. S'il y a des gens qui veulent dépenser 150 000 € par an pour aller dans une école prestigieuse, qu'ils le fassent, mais que ce soit pas des écoles qui soient notre seul intermédiaire en fait pour pouvoir accéder à quelque chose. Parce qu'en plus les écoles elles savent, donc elles font rien pour changer et elles font tout pour juste avoir de l'argent en fait. Elles ont un accred et ça s'arrête là. De bénéfices. Puis pareil, les cours, t'en parlais, les cours sont pas. Il y a des gens qui préfèrent travailler par exemple sur Patron, des gens qui préfèrent travailler sur la théorie, voilà. Ça c'est propre à chacun. Par contre. Je pense qu'il faut pouvoir avoir le choix, tu vois. Ouais, alors pouvoir être formé. Il faut avoir et les après deux. Choisir. En fait, il faut avoir les deux. Vers quoi tu vas, ouais. Mais il faut pouvoir choisir entre celui que tu vas préférer et donc du coup tu vas pouvoir faire une spécialisation. C'est faire une spécialisation. Mais par contre, il faut que tu saches les deux. Ça, malheureusement, c'est primordial. Il faut que tu saches les deux. Par contre, effectivement, on va pas plus loin, on cherche pas plus loin, on pousse pas plus loin, on fait pas de tailles différentes. Tu parlais de l'histoire de mode. Effectivement, je connais un prof d'histoire de mode qui sont vraiment engagés dans justement leur savoir, dans leur recherche, l'apprentissage sociopolitique, culturel de la mode à leurs élèves. Mais il y en a que genre un ou deux à Paris, genre que je connais en tout cas. Puis même en termes de volume de cours, c'est vraiment un cours qui est mis de côté, quoi. Et il y en a pas assez, et c'est lourd comme cours. Ouais, c'est des choses très complexes. Donc en plus, résumer autant de siècles d'histoire. Nous, on avait 2 heures par mois. Donc. Tu vois, je trouve ça lunaire. Pour moi, c'est pas normal pour moi. L'histoire et la sociologie et compagnie, c'est ce qui va permettre de réfléchir. Et donc, comment est-ce qu'on ne donne pas d'outils de réflexion à des gens qui doivent réfléchir à une collection, à une histoire. Autre take, c'est pas sur les écoles de mode, mais c'est sur la mode. Les journalistes TikTok avec les tendances. Et je pense que vous avez en tête des gens, je peux plus vous voir, je peux plus vous supporter. Les gens qui vont nous expliquer la couleur tendance de la saison, la couleur qu'il faut absolument avoir dans son dressing, la couleur de l'année, la couleur de... On en a rien. En plus, sans aucune réflexion sociologique. Non, c'est juste ils disent. Vraiment, c'est juste pour la consommation. Déjà, en plus, c'est de la connerie parce que c'est pas parce que cette couleur-là est tendance qu'elle va absolument tout le monde. Pitié, arrêtez. En fait, vous servez à rien. Je vais pas vous mentir, vous servez à rien. Voilà. Vous ne servez à rien, vous êtes juste des produits du capitalisme. Alors, nous aussi, mais en tout cas, on fait en sorte de s'en sortir. Mais vous ne servez à rien, vous êtes nuls, vous n'apportez rien, vous brassez de l'air. Vous pensez que parce que vous connaissez la tendance 2 mois à l'avance, vous avez des connaissances en mode qui sont extraordinaires. Non. En fait, c'est insupportable parce que, genre, vous êtes pas du coup un média qui fonctionne de façon à créer de réels articles ou de réelles chroniques, entre guillemets, sur quelque chose d'un peu plus poussé que simplement la nouvelle couleur, quoi. Parce que tu peux parler de la nouvelle couleur. Faut donner, c'est ce qu'on disait par rapport à Justice 4 et tout. Ouais, c'est ça. De la contextualisation, des explications. Genre, par pitié, fais ton travail de justement de commentateur, de critique ou que sais-je, mais genre, va plus loin, tu vois. C'est très vide nous dire que le jaune, c'est la couleur tendance, mais moi j'aime pas trop. Bon, d'accord, super, on s'en fout, quoi. Je prends pas du tout d'exemple réel. Hein. Je ne peux pas tolérer, accepter que votre seule mission sur les réseaux sociaux, ce soit ça. Je pense qu'il faut vraiment que ces gens-là se réveillent et se rendent compte qu'ils font quelque chose. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les stylistes et tout. D'ailleurs, shout out to le styliste de Théodora. Ouais, je connais un peu. J'adore son travail. Voilà, je voulais mettre en avant son travail. Je viens d'y penser. Joanne, si je dis pas de bêtises, c'est possible que je dise des bêtises. Je suis très nul pour retenir les prénoms. Qui est adorable, que j'ai rencontré, avec qui j'ai discuté. Voilà, très bon travail. On sent qu'il est vraiment à l'écoute du corps de Théodora. Si tu passes par là, love you, continue. Mais boss lady. Trop hâte de te revoir. En fait, on a besoin de gens comme ça, tu vois. Donc, faut mettre de la lumière. Il faut remercier quand même toutes les personnes qui travaillent derrière. Parce qu'en plus, c'est très compliqué puisque c'est pas quelque chose que tout le monde fait. Donc, tu sors des carcans traditionnels. Donc, t'es en marge. T'es pas forcément hyper bien vu. Parfois, on te met complètement de côté et c'est définitif. Enfin, voilà, c'est très, 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 très compliqué dans ces milieux-là de parler. On a conscience. Nous aussi, à trop parler, on se met pas forcément dans des postures très avantageuses pour nous. On va pas se mentir, entre vous et nous, on en a un peu rien à foutre. De toute façon, si on doit travailler dans la mode, on travaillera. Peut-être qu'on pourra jamais travailler dans la mode, mais en tout cas, voilà, travaille avec vous sur YouTube. On fermera pas notre bouche, en tout cas. Non, c'est clair. Il y a certains groupes avec qui, en tout cas, moi, j'ai pas forcément envie de m'associer. Je suppose que vous pouvez deviner. Écrivez en commentaire si vous avez la réponse. Notamment sur YouTube, et forcément après, ça se répercute sur Instagram et sur TikTok. Concept vidéo, des
grand dirigeant de YouTube. Moi, j'ai du mal. J'ai énormément de mal parce que, en fait, sur YouTube, de toute façon, tu ne vois que eux, véhiculent que cette image-là. Et moi, moi, je suis désolé, il y a des passages de vidéos où je peux pas. Pour moi, c'est indécent de pouvoir proposer ce genre de choses. Surtout dans ce monde-là. Alors oui, il faut du divertissement. Oui, il faut que tout le monde puisse aussi se poser, ce machin, etc. Par contre, remettez-nous déjà des concepts que vous avez fait. C'est-à-dire que passer par une boîte qui, elle, crée des concepts, qui ensuite vous les envoie et vous les vend, et qu'au final, on se retrouve avec 4 fois la même vidéo parce qu'il y a eu un malentendu de je sais pas quoi, ça, allez vous faire foutre, littéralement. Vous êtes littéralement des créateurs, en fait, de contenu. À part être des présentateurs, ils ne font rien. Moi, j'aimerais avoir des concepts qui sortent de la tête et qui sont what the fuck, et parfois qui se terminent bizarrement, ou moins dans vendredi tout est permis avec Arthur, quoi. Ouais, tu vois ce que je vois ce que tu veux dire. Genre, peut-être des contenus aussi parfois plus posés, parce que enfin, le YouTube à l'origine, c'est quand même des contenus souvent face cam ou vlog ou des trucs vraiment plus posés. Là où maintenant on est vraiment toujours dans un côté très événementiel. La Mr Beast. Déjà, je trouve que les YouTubeurs produisent beaucoup moins de contenu. Ah ouais, moi je trouve qu'ils en produisent moins qu'avant. Trop de concepts. Moins qu'avant, mais trop de concepts. Contenu, ouais. Moi, ça veut dire qu'ils produisent moins de contenu. Moins de contenu. Parce qu'ils cherchent à tout prix la perfection du contenu. Ce que je trouve, du coup, ça vide un petit peu le côté. Moi, il y a des concepts que j'aime bien, qui me font rire et tout machin. En fait, je pense qu'il faut une proportionnalité. En fait, c'est ça. Des concepts, oui, c'est divertissant, ça peut être intéressant, il y en a qui aiment sans doute, mais ayez une proportionnalité à je crée des concepts travaillés sans pour autant les vider d'un côté naturel et je crée des choses beaucoup plus posées, plus naturelles, moins esthétiques, et un peu plus bordéliques. On n'a pas besoin d'avoir autant d'informations en une seconde. Ils font tout aussi très vite, du coup, ils s'adaptent au cerveau de leurs abonnés. Non, tu t'adaptes, tu fais un truc normal, quoi, tu vois ce que je veux dire, qui est mangeable, où tu vas t'en souvenir, là tu t'en souviens pas, puis plus d'inclusion aussi. Take que j'allais sortir par rapport à ça. Par pitié, sur YouTube, je crois que j'en connais pas, que j'en ai jamais vu, en tout cas dans le YouTube français, les personnes trans. Déjà. Alors, on a des personnes queer, notamment gays, on en a pas mal, et encore que. Dans les grosses têtes, déjà, on n'a pas de personnes gays, je crois pas. Vraiment, s'il y a des YouTubeurs ou des YouTubeuses qui nous regardent, invitez des personnes queer dans vos concepts. Je vous jure qu'on est des gens hyper cool, hyper drôles. Là, pour le coup, vous allez avoir du divertissement en termes de rigolade, mais invitez plus de personnes queer. Oui, de vraies personnes, de personnes queer, de personnes minorisées. Pas forcément des grandes têtes, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Diversifier le paysage YouTube. En fait, voilà, c'est ça. Voilà. Parce que je pense aussi cet effet de masse qu'on a avec les concepts, c'est que c'est souvent les mêmes têtes, avec d'ailleurs très peu de meufs. Et honnêtement, je vais parler pour ma communauté, mais je ne vois pas de femmes trans sur YouTube. Donc n'hésitez pas à m'inviter dans vos... Mettez d'autres personnes que des gens qui vous ressemblent. Enfin bref, voilà, en tout cas, ma take, c'est mettez des personnes différentes. Et dans le cas dont je parle, des personnes queer, parce que je trouve que ça manque beaucoup. Les personnes trans, notamment, on a besoin de visibilité, on a besoin d'être vu. Tu peux envoyer ce rush à absolument toutes les personnes d'internet. Voilà. Participer à la visibilité des personnes différentes de vous. Ma take, je contextualise. Il y a des marques qui pop-up un peu sur les réseaux, qui ont une très grosse communauté, et je vais pas les citer, mais qui sont des marques souvent de streetwear. Et ces marques-là explosent sur les réseaux avec tous ces influenceurs aussi de pseudo streetwear avec le néo street. Et souvent, ces marques-là, elles vont chercher les influenceurs sur notamment YouTube, aussi sur TikTok forcément, mais elles vont chercher ces influenceurs-là et discrètement, en fait, elles promeuvent leur marque. Ces marques-là, elles proposent pas de contenu promotionnel, c'est juste des gifs ou des trucs comme ça. Il n'y a pas d'engagement de devoir faire de la publicité, de mettre la marque en avant, mais le fait que des figures d'autorité, entre guillemets, et d'influence portent ces vêtements, ça influence ça à l'achat de ces marques-là, alors que ces marques-là sont tout sauf éthiques, sont tout sauf green, sont tout sauf tout ce que tu veux, en fait. Je pense qu'ils s'en rendent pas compte parce qu'ils ont tellement de gifs, tellement de trucs, etc. Et c'est tellement tout le temps les mêmes marques et la même société, en fait, qui a produit plusieurs marques et qui a fait, du coup, c'est la même société qui produit, que du coup, je pense qu'ils s'en rendent pas compte, mais il y a quand même un devoir, je pense, à ces personnes-là. Quant à la visibilité, avec les stylistes, avec certains directeurs, avec tes managers ou je sais pas quoi, de faire un travail en amont aussi sur ce que tu portes. C'est encore des questions d'image et des questions de valeurs. Comment est-ce que je fais se croiser mes valeurs, mon image et mon travail ensemble. Après, encore une fois, on va revenir sur ce qu'on a beaucoup dit dans d'autres vidéos, mais c'est pas l'idée de complètement culpabiliser ceux qui regardent sur leurs achats. Évidemment, on vous demande pas à vous d'acheter que des trucs éthiques qui sont parfois trop chers ou parfois compliqués d'acheter par rapport à la taille qu'on fait ou quoi. C'est pas ça l'idée, mais c'est juste de faire en sorte de mettre moins de visibilité sur des marques comme ça. Il y a plein d'autres petites marques qui existent et qui sont bien plus intéressantes. C'est ça. Et pour des gens qui ont des moyens, qui ont de l'influence. Et donc, je reformule ma take pour la 3e fois parce que c'est tellement compliqué. Les influenceurs, surtout les youtubeurs, les tiktokers, mais les gros, genre les grosses têtes, ils ont une responsabilité sur l'image qu'ils vont véhiculer et donc du coup sur les marques qu'ils vont porter et qui vont promouvoir. Que ce soit
de manière directe ou indirecte. Voilà, c'est ça. Quand on sait qu'il y a certaines marques qui portent et que du coup ils véhiculent... qui sont des panneaux publicitaires. Qui sont littéralement des panneaux publicitaires, c'est ça. Pourquoi pourquoi ton équipe, pourquoi toi-même tu ne t'investis pas pour essayer de regarder d'où vient cette marque-là? Enfin, est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est pas éthique, est-ce que ça rentre dans ta morale en tout cas? Et pour la plupart d'ailleurs, ça ne rentre pas dans la morale en tout cas qu'il prône. Il faut faire attention en fait à tout ça parce que en fait, du coup, sur YouTube, en plus de tous ces trucs-là, on est rempli de visuels de marques qui ne sont pas éthiques, qui ne sont pas correctes, qui ne payent pas leurs employés, qui ne payent pas leurs investisseurs, leurs machins, leurs trucs, etc. Mais qui par contre ont les moyens de vous envoyer des marques ou des trucs comme ça. Il n'y a pas besoin de les promouvoir, il n'y a pas besoin de les aider, il n'y a pas besoin des machins. Il y a d'autres marques à promouvoir, il y a d'autres marques plus underground, qui plus intéressantes, qui s'alignent peut-être plus avec les valeurs que ces gens-là véhiculent. Vous avez les thunes de pouvoir les acheter, vous avez les thunes de pouvoir les aider et vous ne le faites pas. Et ça, c'est un truc qui me... ça je peux comprendre. Mais c'est aussi aux équipes qui travaillent sur l'image de ces personnes-là, je pense aux agents, totalement. Aux stylistes, pour ceux qui en ont, de travailler sur tout ça. Parce que forcément, c'est peut-être pas forcément quelque chose pour lesquels ils ont des inclinaisons. La mode ne les intéresse pas forcément directement. Alors, ils y participent parce que, comme on l'a dit, tout le monde participe à la mode. C'est vrai que c'est un effort qui pourrait être fait pour améliorer, en tout cas, YouTube et la consommation d'images en général. Et d'ailleurs, je rebondis sur ta take parce que tu m'as fait penser à une de mes takes. Les personnes surtout Instagram. Moi, j'adore Instagram. Voilà, je suis une folle, je poste tous les jours et compagnie. Les personnes sur Instagram et les influenceurs sur Instagram, s'il vous plaît, à l'origine, vous postiez sur Instagram parce que vous aimiez poster des trucs sur Instagram. Et en fait, je trouve qu'on a perdu ce truc-là et que beaucoup des gros influenceurs postent maintenant que lorsqu'il y a une collab ou lorsqu'il y a un gift. Et donc, en fait, l'Instagram n'est plus du tout personnel. Ça parle plus d'eux. Il y a très peu de stories, quasiment pas de posts. Enfin, on les voit plus trop parce qu'ils ne postent que quand c'est l'occasion d'une collab. Et je vous jure que ça me fait de la peine, entre guillemets. Enfin, parce que, genre, je trouve ça nul. Vous remettez un petit peu de fun dans votre vie. Soyez fous. Postez des photos où vous n'êtes pas forcément hyper à votre avantage. Enfin, soyez naturel, quoi. Existez en dehors des publicités que vous avez à faire. Alors, je vous interdis pas de faire des publicités. Enfin, je comprends, tout le monde doit gagner son pain et voilà. Peut-être, comme je le disais, faites des publicités pour des choses plus responsables. Mais en tout cas, arrêtez de composer votre Instagram uniquement sur de la publicité. Je vous jure que ça me saoule. J'ai arrêté de regarder la télé exprès parce que j'en avais marre de voir des pages de pub toutes les 5 secondes. Mais je veux pas avoir la même chose sur Instagram, quoi. Faites d'autres contenus. Je suis sûr que vous avez plein de choses à dire, plein de choses à faire. Mettez-les en place, quoi. Ne vous contentez pas de faire des posts sponsorisés. Par pitié. J'en peux plus d'Instagram, donc j'aime trop. Après, là, j'ai pris plein de photos de tout et n'importe quoi, là, depuis quelques temps et tout. Je me dis que ça, je ferais des... Ayez des Instagram moins lisses. Soyez un peu plus chaotiques. Moi, c'est ce que je me reproche à mon Instagram. Ah, oui, c'est très bon truc. Est-ce que nous, on a des trucs à changer? Je pense qu'on va conclure je sais pas si t'as d'autres takes après, mais peut-être qu'on va conclure la vidéo sur nous, ce qu'on aimerait chez nous modifier. T'as plus de take? Bon, en tout cas, de tête comme ça, Moi, je pense qu'il faut que je change... Bon, déjà, mon Instagram. Alors, il est trop beau. Edouard, je t'adore. Max, je t'adore. Mais c'est trop lisse, je peux plus. Donc déjà, je vais revoir mon Instagram. Je vais essayer aussi de changer sur les réseaux, etc. De m'en foutre un peu de où je vais tourner. Tu vois, genre s'il y a un décor ou pas, on s'en fiche. Si je suis coiffé ou pas, on s'en fiche. C'est ce que j'essaye de faire. Mais en fait, ça, c'est pas à se conformer avec ce truc blanc derrière. POV, il y a un mur blanc derrière lui. Voilà. On peut pas repeindre l'appartement. On peut pas repeindre voilà. Là, moi, je peux plus, en fait. Cette uniformisation, en fait, je peux plus. Donc, je vais essayer vraiment de sortir un peu plus, m'impliquer plus dans les associations, dans les trucs comme ça. À un moment donné, il faut s'y toucher la vraie vie. Moi, je sais pas. En fait, j'ai lancé la take, mais je sais pas du tout. Être moins en crise dans ma vie. Ouais, je comprends. Être moins en crise, ouais. Me préoccuper plus de moi. J'ai beaucoup travaillé pour les autres. J'ai beaucoup fait pour les autres. Bon, bah, ça m'a rapporté ce que ça m'a rapporté, hein, voilà. On va pas citer les expériences. Plus travailler pour moi que pour satisfaire des gens qui, visiblement, ne le rendent pas. Voilà, je sais pas trop. En vrai, j'avais pas trop d'idées. J'ai lancé la take parce que je trouvais qu'elle était drôle, mais en fait... Je sais pas, sur la mode, t'as envie de changer sur un truc. Sur toi. Sur moi, j'aimerais que mes traitements fonctionnent mieux, mais pour ça, j'ai pas le pouvoir, voilà. Bah, essayer de trouver du travail dans la mode, déjà. Enfin, faudrait que je trouve du travail dans la mode. M'informer plus. Ça lance des takes, mais... Ouais. Je suis bancal comme personnage. Ouais, peut-être m'informer plus, mais enfin, je m'informe déjà énormément. Essayer d'être moins agité, moins angoissé. Essayer d'être plus sociable, peut-être. Parce que je suis pas très sociable. Je suis très très nul pour faire les résolutions, les conneries comme ça. C'est pas un truc auquel j'accroche beaucoup. Enfin, je sais pas, on dirait une course à la perfection. Ouais, je suis d'accord. Alors que j'ai jamais voulu être parfaite. Apprendre à mieux me maquiller, peut-être. Ne pas utiliser de la laque pour fixer mon teint, tu vois. Des trucs très superficiels. Je dois combattre le monde tous les jours, donc... Bon. Bah voilà. Bah ça se finit super mignonnement.
Bah du coup, n'hésitez pas à nous dire, vous, ce que vous en pensez, ce que vous pensez de nos takes. Ouais, aussi. On a sans doute oublié plein de trucs. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a vraiment fait de tête. Ouais. Donc il y a sans doute encore une flopée de choses à dire, et puis de toute façon, on va pas parler pendant 5 heures. Non, c'est clair. Mettez des petits pouces. Abonnez-vous. Bah ouais, on se retrouvera dans la prochaine vidéo. Voilà, une semaine après celle-là. Une semaine sur 2. Exactement. On vous fait des bisous et on vous fait dit des bisous, ouais. à bientôt. Bisous.